Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'LFNA TV, l'émission référence des fans de football en Nouvelle-Aquitaine. Gros programme ce soir, vous allez le voir, avec tout d'abord du foot féminin, la revanche en Régional 1 de la dernière finale de Coupe de Nouvelle-Aquitaine entre Limoges et Gradignan. Du National 2 avec le résumé de la rencontre opposant Angoulême-Charentes à Bourges Foot 18. Le National 3 avec deux invités, Amine Rab, coach de Panazol pour évoquer le bon début de saison du club et le match de Coupe de France qui arrive, et Cédric Pardellan, entraîneur d'un autre club en forme, les Genêts d'Anglet. On vous proposera de revivre un derby des équipes réserves en Régional 3 entre Niort-Saint-Liguerre et Niort-Saint-Florent. Nous aurons du futsal avec un duel alléchant entre la Giolnay et Saint-Médard-en-Jalles. Et puis en toute fin d'émission, restez bien avec nous, il y aura un invité surprise. Bref, vous l'avez compris, énorme programme ce soir. LFNA TV numéro 116, c'est parti. Et comme toujours, galanterie oblige, on débute avec l'actualité du football féminin, la D1 Arkema et les résultats de la 7e journée avec malheureusement la défaite des Girondins de Bordeaux, 2-1 sur le terrain de Fleury. C'était samedi. Au classement, les Girondins de Bordeaux sont désormais 10e avec 2 points. Le leader se nomme l'Olympique Lyonnais, 21 points déjà pour les filles de l'OL, et l'AS Saint-Etienne est dernière du classement avec seulement 1 point. L'actualité du foot féminin, c'est également la 3e division avec ce week-end la 7e journée de la poule A. Belle victoire du stade olympique Châtelleraudais du côté de l'Estac. Victoire 1-0 en terre troyenne. Conséquence au classement, les filles de Châtellerault sont désormais 11e avec 6 points. Dans la poule B, toujours en D3 féminine, vous le voyez, la réserve de l'Olympique Lyonnais n'a pas tremblé du côté de Clermont, 5-2. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout le résultat du FCE Mérignac-Arlac qui s'est incliné lourdement, malheureusement, à domicile. Défaite 4-0 pour le FCE Mérignac-Arlac qui, au classement, glisse à la 12e place. Toujours 0 points, toujours lanterne rouge pour le FCE Mérignac-Arlac. Il va falloir se réveiller. En Régional 1, il y avait un match très attendu ce week-end puisque c'était une revanche de la dernière finale de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine. D'un côté, Limoges Football, de l'autre, Gradignan. On se rappelle que Gradignan avait soulevé le trophée en Coupe régionale. Est-ce qu'il y a eu le réveil et la revanche de Limoges cette fois en championnat? La réponse avec ce résumé de Touami Nassiri. On a entre 350 et 400 licenciés, dont 80 pour cette année, 80 féminines, avec 2 équipes seniors et une équipe en U18. Pour les féminines, ensuite, on a des accords avec un club de Limoges qui, lui, fait plutôt plus sur la formation. Et sur donc l'équipe senior 1 est en régional 1 et l'équipe réserve en régional 2. Et l'équipe U18 aussi est en régional. Donc les 3 équipes sont au niveau régional, par les féminines. Pour l'équipe masculine, nous sommes en R2. Et Limoges Foot est un vieux club historique de Limoges, qui a connu des heures de gloire et puis aussi qui a hélas connu des vicissitudes. Nous l'avons repris en 2020 à la barre du tribunal de commerce et l'équipe féminine est restée à son niveau. Par contre, les équipes masculines ont été déclassées et on a baissé de 4 ou 5 niveaux. Et là, on essaye, nous sommes 4 dirigeants, et on essaye de remettre les choses en place, structurer le club pour le faire grandir là où il devrait normalement être compte tenu de la population de Limoges. Voilà. Le coup d'envoi de ce match de R1 féminine pour le compte de la 6e journée est donné par le FC Gradignan. Mais c'est bel et bien le FC Gradignan qui se porte dangereux dans cette entame de match sur cette frappe de Margot Dervoux qui est bien interceptée par la gardienne. C'est encore les visiteuses qui s'illustrent avec cette dernière qui déborde sur le côté gauche pour servir en première intention Iman Belkacem, mais qui ne cadre pas sa frappe.
C'est au tour de Manon Dombal qui est toute prête de surprendre la gardienne adverse sur cette frappe des 30 mètres. Les joueuses de Nicolas Lélavoie réagissent dans cette fin de première période par Chloé Zamorano, mais qui bute sur la gardienne adverse avant que l'arbitre de la rencontre siffle la fin de cette première période par un score de parité 0-0. De retour des vestiaires, c'est le Limoges Football qui donne le coup d'envoi de cette seconde période. Inès Septi décroche un coup franc sur cette faute et qui se charge de centrer. Et c'est bel et bien Chloé Barlogi qui inscrit ce but ici à Limoges et qui permet au FC Gradignan de mener un but à 0. Les Vertes et Noires continuent à mettre la pression sur le but de Raphaël Dubois. Marie Guiton est toute prête d'inscrire le deuxième but. Sur un excellent débordement sur le côté en profondeur, Inès Septi, inarrêtable, adresse un centre millimétré, bien repris par Chloé Barlogi qui trouve la barre transversale. Les locales réagissent sur cette excellente phase de jeu. C'est Lola Châtaignier qui tente sa chance, mais sans succès, avant que l'arbitre de la rencontre siffle la fin de ce match. Et c'est bel et bien le FC Gradignan qui s'impose ici à Limoges, un but à 0. Il nous a manqué un petit peu plus de collectif, je dirais, et beaucoup de réalisme dans l'ensemble du jeu. Après, on a quand même eu deux face-à-face qu'on ne met pas au fond. Si on les met, c'est forcément un autre match. Après, on apprend aussi de nos erreurs. La saison est longue et à nous de revenir dès le week-end prochain. Oui, on est très contente. C'est jamais facile contre Limoges. On les connaît, elles nous connaissent aussi. Mais dans l'ensemble, on fait un bon match. Notre première mi-temps est moyenne, mais en deuxième mi-temps, on évolue plus haut et on est très satisfaite. Ça nous tenait à cœur de prendre ces 3 points. Je vous laisse désormais découvrir les autres résultats de cette 6e journée de Régional 1 avec tout d'abord la victoire 5-2 de Poitiers 3 Cités face à l'Entente Sportive La Rochelle, la victoire 1-0 du FC Talence sur le terrain de Trélissac, la victoire 4-0 en déplacement de Bergerac-Périgord sur la pelouse de Pau et puis le succès des Genêts d'Anglet 2-0 face au CMO Bassins. Après cette page consacrée au foot féminin, on passe désormais à l'actualité du foot masculin. Et dans l'ordre, on débute évidemment avec la Ligue 2 BKT. Et enfin, la première victoire d'Albert Riera sur le banc des Girondins de Bordeaux à l'occasion de la 14e journée de Ligue 2. Victoire 3-1 face à Annecy, tandis que le Pau FC a concédé le nul à domicile dans un match spectaculaire face au SCO Angers. Score final 4 buts partout au classement. Bordeaux est désormais 16e. Pau est 9e. La journée de National avec une bonne opération, vous allez le voir pour les Chamois de Niortais puisqu'on jouait la 13e journée de National et les Chamois sont allés décrocher une belle victoire sur la pelouse du Gol FC, une victoire acquise dans la douleur, 3-2 en toute fin de match pour les hommes de Philippe Hinsberger qui du coup prennent la 2e place du classement. On continue de dérouler l'actualité du foot en Nouvelle-Aquitaine avec cette fois le championnat de National 2 et dans la poule B qui comporte les clubs de Nouvelle-Aquitaine. On jouait la 9e journée de championnat avec 2 matchs reportés dont la rencontre entre Bergerac-Périgord et Paris 13 Atlético. En revanche, le match entre Angoulême-Charente et Bourges Foot 18 a bien eu lieu du côté du stade Lebon, le tout devant la caméra de notre envoyé spécial Twami Nassiri.
effet, encore un match important. Comme chaque week-end, on s'est préparé cet été à chaque journée de championnat, que ce soit une vraie bataille, un vrai duel. On savait qu'avec cette dernière année de réforme et ces 5 à 6 descentes sur 14 équipes dans cette poule, ça allait être extrêmement compliqué. On l'avait vécu l'année dernière en finissant certes 4e, mais en se maintenant à l'avant-dernière journée de championnat. Donc psychologiquement, on est là où on s'attendait, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc vraiment, vraiment pressé de voir ce que nous réserve cette rencontre. Il fait être à l'heure au stade Le Bon à Angoulême. Sur cette contre-attaque, c'est Karl Fabien qui tente sa chance d'une magnifique frappe, mais le portier adverse sort la parade. Le corner dans la foulée, bien tiré, c'est Arnaud Buisson qui tente un geste acrobatique et le portier adverse sort une magnifique parade. Les hommes de David Guiguel continuent à mettre la pression sur les adversaires et c'est sur corner que la CFC trouve le fond défilé par cette tête de Noah Marcheseau qui ouvre le score pour les Angoumoisins à 0 dans cette première période. À la 15e minute, les visiteurs réagissent sur cette passe à 3, mais Mayoro Ndoye n'arrive pas à récupérer le ballon. Les visiteurs tout proches d'ouvrir le score sur ce cafouillage bien sorti par la défense adverse. Sur cette belle passe en profondeur de Romain Armand, c'est Camille Mansery qui d'une frappe croisée trompe le portier angoumoisin pour conclure cette mi-temps sur ce but égalisateur et permet aux deux équipes de rentrer au vestiaire avec un résultat de parité, 1-1. De retour des vestiaires, le coup d'envoi est donné par les visiteurs qui se montrent d'ailleurs dangereux sur cette occasion de Camille Mansery avec un centre devant le but trop court pour l'attaquant adverse. C'est à la 50e minute sur ce centre dévié par la tête par Issam Ben Kémis qui trompe son propre gardien pour la grande joie des visiteurs qui prennent l'ascendant par 2-1. La CFC tentera de réagir par l'intermédiaire de Santiago Siganda, mais ça frappe sans danger pour le portier adverse. On joue les dernières minutes sur cette perte de balle d'Arnaud Buisson. Mohamed Dosso est lancé en profondeur, seul face à Patrick Saint-Cheux qui détourne bien la frappe. On joue les arrêts de jeu ici au stade Le Bon Angoulême, porté par plus de 650 supporters. La CFC pousse sur ce centre mal dégagé par Enzo Poché-Alexandre. Mourabi dévie le ballon de la tête et Mamadou Diarra n'a plus qu'à pousser le ballon et offrir l'égalisation aux Angoumoisins. C'est une fin de rencontre palpitante qu'on vit ici à Angoulême sur ce geste technique de Romain Armand qui s'infiltre dans la surface de réparation. Et sur ce tacle du défenseur, l'arbitre estime qu'il y a faute et signale sans hésitation le point de pénalty que Mohamed Dosso se charge de tirer et marquer pour prendre définitivement l'avantage dans ce match. Dans ces arrêts de jeu, quelle fin de match! Et c'est bien Bourges qui l'emporte ici du côté d'Angoulême. On a eu peut-être 10-15 minutes où on a eu un peu de mal sur 2 coups de pied arrêtés, je veux dire. Après, on avait choisi une stratégie qui n'était pas forcément la meilleure. Donc on a dû faire un réajustement tactique. Donc refaire monter le bloc, mettre un peu plus sous pression, donc les mettre en difficulté sur les relances. Et c'est ces choses qu'ont fait les garçons avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de discipline, beaucoup de sérieux, beaucoup d'envie. Et surtout, je tiens à les féliciter parce que on avait une période qui n'était pas évidente. Et aujourd'hui, on vient gagner à l'extérieur, mais comme je le dis, il faut savoir bonifier dès la semaine prochaine pour pouvoir donner de la continuité à cette victoire qui est si importante pour la lutte du maintien. Ouais, c'était bien d'égaliser, mais encore une fois, aujourd'hui on n'apprend pas de nos erreurs. Le week-end dernier, on égalise aussi et on se fait
On prend le deuxième but dans les dernières minutes. Là encore, de nouveau, on égalise. On a plutôt poussé correctement au deuxième mi-temps, mais on ne doit jamais prendre ce troisième but, quoi. Il faut qu'on apprenne de ça. Voilà. Si on veut regagner un jour, il faut tirer des enseignements de ces matchs et progresser dans ce domaine. Voici l'ensemble des résultats de cette 9e journée de National 2 dans la poule B, donc avec le match reporté entre Vendée-les-Herbiers et Romorantin. La victoire de Bourges, 3-2, vous l'avez vu, avec Angoulême-Charente qui s'incline à domicile. Le match reporté de Bergerac-Périgord face au Paris 13 Atlético. Le nul, 1-1 entre le FC Libourne et La Roche-Vendée. Le nul également, 1-1 entre la réserve du SCO Angers et Blois Foot 41. 1-0 pour Trélissac sur le terrain de Saumur et puis 0-0 entre Avoine-Chinon et Saint-Privé-Saint-Hilaire. Au classement, La Roche-Vendée est toujours en tête grâce à un meilleur goal average que le FC Libourne. Du côté des clubs de Nouvelle-Aquitaine, Trélissac remonte à la 8e place. Bergerac-Périgord est 9e devant Angoulême-Charente qui est 10e en queue de peloton. On retrouve la réserve du SCO Angers qui est dernière tout simplement avec seulement 3 petits points. En National 3, on jouait la 8e journée de championnat. On va vous donner les résultats des clubs de Nouvelle-Aquitaine avec tout d'abord dans la poule B, le nul 0-0 entre l'Aviron Bayonnais et l'US Lège Cap-Ferré. Le nul 1-1 entre Honnay-le-Château et la réserve des Girondins. 1-1 également entre le Stade Bordelais et Albert Argelès. 1-0 pour l'US Castanet face à Blagnac. 2-1 pour les Genêts d'Anglet sur le terrain de Canet-Roussillon. Match reporté entre Perpignan et la réserve du Pau FC. Et puis victoire 2-1 pour l'US Colomiers sur le terrain de Saint-Paul Sport. Conséquence de cette journée au classement, l'US Castanet est toujours en tête, 21 points, 7 points d'avance déjà sur le deuxième, le FC Blagnac. Du côté des clubs de Nouvelle-Aquitaine, les Genêts d'Anglet sont 4e, le Stade Bordelais 5e, la réserve du Pau FC est 8e devant l'Aviron Bayonnais qui est 9e, Lège Cap-Ferré 11e, la réserve des Girondins 13e et puis Saint-Paul Sport est 14e du classement. Les Genêts d'Anglet, je vous l'ai dit, qui réalisent un très bon début de saison. Et pour parler de ce bon début de saison et de la suite qui arrive, Flavien Ziolkowski a interrogé le coach des Genêts d'Anglet, c'est Cédric Pardellan, tout de suite dans LFNA TV. Nous sommes avec Cédric Pardellan, le coach des Genêts d'Anglet. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Ravi de vous avoir au micro de LFNA TV. Les Genêts d'Anglet qui se sont imposés ce week-end 2-1 sur la pelouse du Canet Roussillon. 4e de National 3 avec 11 points. Satisfait, je suppose que ça soit d'un côté sur le résultat, mais aussi de la manière. Oui, voilà, c'est un résultat qui est probant par rapport à une équipe où y a quand même de sacrés joueurs dans cette équipe qui ont une expérience du niveau au-dessus. Quand on regarde leur équipe entière, tout le groupe, ils ont beaucoup de joueurs qui ont 7-8 saisons en National 2, même des saisons en National 1. Nous, c'est pas notre cas. Donc, on fait avec nos jeunes joueurs une équipe qui se connaît bien maintenant parce qu'on a un groupe quand même qui est resté le même quasiment depuis 3 ans à 4-5 joueurs près. Mais non, c'est un super résultat. La manière qu'on y a mise, on a mis beaucoup de jeux. On a surpris, je pense, Canet, qui nous attendait, qui avait fait un article sur le journal un peu la veille, donc ils avaient essayé de nous priver du ballon parce qu'ils savaient qu'on aimait bien avoir le ballon. Mais au bout du compte, ils n'ont pas réussi leur coup ou que très rarement pour nous empêcher de pouvoir proposer quelque chose. Mais c'est pas qu'avec le ballon qu'on a pu obtenir ce résultat. C'est vraiment notre équipe a mis beaucoup d'intensité défensivement. Et ce qui fait que justement, Canet n'a pas pu mettre son jeu en place parce qu'ils ont quand même une équipe qui aime bien avoir le ballon. Leur coach aime bien le jeu, c'est un très bon coach d'ailleurs. Donc non, c'est un super résultat, vraiment. Cédric Pardellan, coach des Genêts d'Anglet, est-ce qu'il y a encore des axes de progression là, sur ce début de saison pour, pourquoi pas, confirmer un peu plus par la suite? Je suppose que oui, vu votre tête. Oui, il y en a beaucoup. Déjà, moi en tant que coach, avec mes adjoints, on doit être en permanence sur le qui-vive de ne pas s'emballer ou pas se prendre pour d'autres. Déjà, ça, c'est un premier axe à continuer. Ça, c'est important. Et ensuite, oui, je pense qu'on doit être beaucoup plus juste offensivement. On a beaucoup d'occasions qu'on ne met pas. Et c'est un peu dommageable parce que je pense qu'il y a un match à Castanet où on perd 2-0. Malheureusement, le leader. Dans les 30 premières minutes, on a 2 poteaux, une parade du gardien. On est un peu moins juste devant le but. Et après, bon, il y a des choses un peu bizarres, mais on perd le match parce qu'on n'est pas juste offensivement. Mais puis garder cet équilibre
d'état d'esprit. C'est compliqué. Des fois, c'est compliqué de le garder. On a de la chance d'avoir beaucoup de joueurs qui sont vraiment impliqués dans notre club et dans notre projet. Mais ouais, c'est difficile des fois quand certains ne jouent pas de les garder dans le chantier. Donc ouais, on a beaucoup d'axes de progression. Nous, on essaie de garder tout le monde vraiment dans le chantier. Voilà. Après, dans le jeu, bien sûr qu'il y a toujours des choses à améliorer, même si on connaît bien nos cheminements, mais on essaie de varier beaucoup de choses dans notre jeu. On change un peu des fois notre système voilà, pour amener de l'insécurité chez les autres. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que une équipe comme Canet, qui normalement doit être au-dessus de nous, vu les investissements qu'ils y mettent, mais ils se sont adaptés à notre système. Ils ont changé leur système de jeu depuis le début de la saison. Ils jouent en 4-3-3, ils ont changé, ils sont mis en 3-5-2 pour essayer de nous contrer, ce qui n'a pas été le cas. Donc, ça veut dire que notre équipe elle a fière allure et que les gens reconnaissent que notre équipe joue bien. Justement, vous parliez justement des axes de progression. Là, vous en êtes où par rapport à vos objectifs de ce début de saison? Est-ce qu'au niveau du calendrier établi que vous êtes peut-être fixé en début de saison, vous êtes plutôt en retard ou en avance? Vu la physionomie des rencontres jusqu'à présent, on a fait 7 matchs de championnat, 5 à l'extérieur. Aujourd'hui, je pense qu'on est la seule comme ça équipe, tous les championnats réunis. Donc, du coup, c'est un bon début de saison. Parce qu'avec que 2 seules réceptions, où on fait 4 points sur 6 possibles, c'est en bas Blagnac chez nous, c'était leur seule défaite jusque-là, avec un but qui est encaissé. Donc, non, c'est un très bon début de saison. En sachant qu'on a perdu certains joueurs en début de saison qu'on voulait garder, 2 joueurs qu'on voulait garder, qui sont partis. On a fait un recrutement avec des joueurs du cru qui ne connaissaient pas forcément le niveau de National 3. Donc, oui, au bout du compte, bon an, mal an, je pense qu'on perd un point à Castanet. On va en chercher un à Pau. On est mené 2-0. Bon an, mal an, je pense que notre début de saison est très positif. Tout à l'heure, vous parliez de ne pas s'emballer. L'année dernière, les Genêts d'Anglet réalisent une saison quand même assez incroyable. Vous êtes derrière Libourne. Vous n'êtes pas si loin que ça pour la montée en N2. Justement, est-ce que c'est un objectif cette saison ou alors on ne s'emballe pas, on se maintient d'abord et on verra match après match? Vous êtes capable de le faire, vous l'avez montré l'année dernière, vous êtes capable de le refaire peut-être? J'espère qu'on est capable de le refaire. Ça veut dire que tout le monde se sera reconcentré et se sera remotivé en permanence, ce qui est important, de se remettre en question tout le temps. Mais il y a 2 saisons de ça, on finit 3e. L'année dernière, on finit second. Aujourd'hui, on est 4e. Si on gagne notre match en retard, on peut être second ex aequo le week-end prochain. L'objectif, c'est bien sûr atteindre le plus vite possible le maintien. C'est des phrases bateau, mais dans un championnat, il y a 5 descentes sur 14. L'important, c'est quand même vite de se maintenir. Parce que pour notre club, descendre, ça serait, je pense, compliqué. Et puis aujourd'hui, voilà, je pense que notre place est au moins être en National 3. Mais l'objectif, on a tous envie d'aller au plus haut. Moi, le premier. Je suis motivé par ça. Je pense que notre club, si on accédait à la National 2, ne changerait pas son fonctionnement. Hein. Nous, on n'a pas de contrat fédéral. Voilà, on ne changerait pas notre fonctionnement. On serait encore plus sérieux, je pense, dans notre travail. Enfin, plus sérieux, non, on ferait la même chose, mais en étant encore peut-être plus pointu dans certaines analyses, ainsi de suite. Aujourd'hui, le fait qu'on en soit là, c'est que nos joueurs sont capables d'hausser leur niveau, alors qu'ils bossent tous toute la journée avec des boulots compliqués pour certains. Et ils acceptent que moi, mon adjoint, notre staff, notre directeur sportif, on soit pointilleux sur beaucoup de choses, quoi. Et sur les analyses vidéo, on fait vraiment des choses. Alors, je peux des fois comprendre que c'est embêtant sur certaines séances, qu'on bataille. Je veux que tu sois à tel endroit, pas 2 mètres avant, ni 2 mètres après. Mais au bout du compte, ils se rendent compte que c'est très important d'être cadré, d'avoir vraiment une structure cohérente, que tout le monde sache ce qu'il a à faire. Alors, on y passe du temps en séance. On n'a que 3 séances par semaine, mais des fois, elles sont un peu longues. J'entends que des fois, c'est plus compliqué pour eux pour rentrer tard et tout ça, parce qu'ils commencent tôt le matin. Mais ouais, non, nous, notre objectif, c'est d'aller au plus haut possible. Si on peut aller en National 2, on sera les plus contents et ça veut dire que notre travail aura été bien fait. Donc la valeur que vous parliez, donc l'exigence, et ça commence comme ça. Vous recevez donc l'équipe de Perpignan samedi. Comment on prépare ce match? Une équipe qui est un peu plus en difficulté, qui est, il me semble, dans le bas de tableau, à la 12e place. Est-ce qu'on la respecte comme tout autre, dans tous les cas, comme toute autre équipe? Comment on se prépare à rencontrer une équipe qui est en difficulté justement et non pas dans le haut de tableau?
Chaque préparation, pour nous, c'est la même. C'est-à-dire que chaque entraînement, l'objectif, c'est d'être à 100% chaque entraînement, tous. Moi, dans mon animation, nous, dans nos choix d'entraînement, dans nos choix de jeu, nos joueurs, malgré leur journée à la con, des fois, il faut qu'ils soient dans un objectif d'être à 100%, parce que sinon, le samedi, c'est compliqué. Pas se dire, ouais, bon, là, c'est bon, on a gagné, on va louper mardi, mercredi, on va être un peu tranquille, on se mettra à fond vendredi dedans. Non, ça marche une fois, mais après, ça marche pas. Sur la durée, c'est impliqués, justement, il faut les garder impliqués à 100%. C'est ça. N'importe quel adversaire. Mais la chance que l'on a, mais je pense que c'est dû au choix que l'on a pu faire, des joueurs que l'on a fait, c'est qu'ils sont impliqués. Alors, des fois, c'est plus compliqué. Il y a des séances qui sont pesantes pour nous, pour eux, parce que des fois, il y a une journée difficile au travail, ainsi de suite. Mais ils sont impliqués, concernés. Ils ont envie de faire les choses. Ils ont pris goût à gagner aussi depuis 2 saisons. C'est des choses importantes et c'est des sensations très intéressantes. Donc, du coup, mais on prépare ce match-là avec la même intensité que contre Canet, que quand c'était un club de Ligue 1 en Coupe de France. Nous, notre objectif, c'est d'être le meilleur à chaque fois. Je voulais vous terminer cette interview par une question sur les jeunes des Genêts d'Anglet. Forcément, c'est un club formateur également. Il y a l'U19 des Genêts qui sont leaders de la poule. Est-ce que vous avez un regard sur ces jeunes-là pour pourquoi pas plus tard de les intégrer, que ce soit dans les équipes seniors et notamment dans l'équipe 1 ? Nous, on ne peut pas faire autrement que d'avoir une formation qui essaie de performer. Et c'est là où notre président a mis des moyens. On a un directeur sportif qui a mis une méthodologie en place qui est salarié du club. On a un RTJ qui est salarié du club. Maintenant, cette année, moi, je suis salarié du club. Donc, du coup, je participe un petit peu dans toutes les strates du club. Et justement, les U19, je vais à leur séance, je chapeaute les 2 entraîneurs qui sont en place. Je ne fais pas leur séance, mais je les aide parce que c'est des jeunes éducateurs. Donc, je les aide là-dessus. J'aide aussi au niveau de la D1. Je m'occupe des classes foot aussi. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment former des joueurs. Aujourd'hui, on a 85% de notre effectif qui est originaire du 64 ou du 40. C'est un choix que l'on a fait parce qu'on se rend compte que des fois, quand on vient de l'extérieur, quand ça va mal, c'est plus facile de se dire, je vais partir ailleurs. Et aujourd'hui, quand on a des gens de sa famille dans les tribunes ou des amis, ainsi de suite, on a envie de montrer que on est une équipe, on est des joueurs qui sont compétiteurs. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de former des joueurs. On a la chance aussi d'avoir un partenariat avec la Real Sociedad qui nous permet d'avoir un lien avec eux. Et ils prennent certains de nos jeunes dans des entraînements supplémentaires qui permet de compléter notre travail à nous. Donc du coup, c'est vraiment un cheval de bataille pour nous de former nos jeunes. Puis on a la chance d'avoir beaucoup de licenciés et d'arriver de cette masse-là, sortir, l'objectif c'est d'en sortir le maximum qui puisse jouer dans notre équipe première. Mais c'est notre objectif. Alors, je ne dis pas que si on pouvait faire autrement, on le ferait. Parce qu'aujourd'hui, nos présidents, nos directeurs sportifs, ils ont vraiment pris cette voie-là. Même s'il y avait un mécène qui venait au club, je ne pense pas que le club changerait de façon de faire parce qu'on s'y retrouve tous dans cette façon de donner les choses avec les gamins, d'avoir des retours parce que tous les matchs, ils sont là, ils viennent. On a certains de nos joueurs qui, malgré leur boulot, vont aider en termes d'éducateurs avec les jeunes. Ça fédère et ça fait que notre club, il vit bien. Et pour vous, aujourd'hui, c'est indispensable pour réussir, que ce soit en National 3 ou National 2, d'avoir une formation derrière pour des clubs qui n'ont pas non plus un énorme budget ? C'est obligatoire. C'est obligatoire. Parce que quand on voit ce qui est fait, même à notre niveau, quand je connais les montants, les salaires des joueurs en face, les mecs qui ne font que du foot quasiment partout. En National 2, c'est presque tous des clubs pro. Quand on voit Bergerac, Crénissac, il n'y a pas beaucoup qui travaillent. Donc du coup, nous, notre mode de fonctionnement, c'est pas celui-là. Peut-être parce qu'on ne peut pas, peut-être parce qu'on estime que, à un moment ou un autre, il n'y a pas que ça, quoi. Le travail qu'on fait au quotidien avec nos joueurs, nos jeunes, s'ils sentent que chez nous, ils ont une chance de jouer en National 3, peut-être qu'ils vont faire encore plus parce qu'ils se disent, ou en National 2 ou n'importe quel niveau. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment que nos jeunes du coin, ils se disent, dans ce club-là, et on a la chance de pouvoir faire quelque chose. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre l'entraîneur.
Merci beaucoup Cédric Pardian d'avoir été à notre micro pour LFNA TV. Et bon match du coup, le prochain match, les Genêts d'Anglet face à l'équipe de Perpignan samedi aux alentours de 18h il me semble. Merci à vous Cédric. Merci, avec plaisir. Au revoir. On part maintenant dans la poule C, toujours en National 3, avec un match reporté samedi entre le SO Châtellerault et le Stade Poitvin. Le nul, un but partout de Panazol sur la pelouse de Vineuil. La victoire 1-0 de Chauvigny du côté de Château-sur-Loire. La victoire 4-0 de Montlouis qui continue d'impressionner cette fois face au FC Vierzon. Un but partout entre Bourges Foot 18 et le Tour FC. 3-0 pour Ouest Tourangeau sur le terrain de Chambray. Et puis un but partout entre Châteauroux et Bourges ES Moulot. Montlouis au classement continue son cavalier seul en tête avec 21 points. Deuxième, la réserve de la Berrichonne Châteauroux du côté des clubs de Nouvelle-Aquitaine. Panazol est sixième avec 12 points. Châtellerault septième avec 7 points. Et puis en bas de tableau, on retrouve le Stade Poitvin à la 12e place. Chauvigny à la 13e position avec 8 points. On l'a dit, très bon début de saison de l'AS Panazol, que ce soit en championnat ou en Coupe de France, puisque Panazol jouera face à Morlas-Est Béarn lors du 7e tour. Il y a donc un gros calendrier à venir pour le coach de cette équipe, Amin Irab. Amin Irab qui a répondu aux questions de Flavien Zielkowski. Nous sommes avec l'entraîneur de l'AS Panazol, Amin Irab. Bonsoir Amin. Bonsoir. L'AS Panazol, donc club de National 3, basé dans l'agglomération de Limoges. L'AS Panazol est 6e de la poule C à 9 points du leader Montlouis. L'équipe a fait match nul ce week-end sur la pelouse de Vineuil, le 3e de la poule. Un bon point pris, notamment vous qui avez égalisé en seconde période. Votre ressenti sur ce match ? Ouais, donc le match, on voulait ne pas le perdre. Hein. On est parti avec la philosophie de ne pas perdre le match au lieu de dire tiens, on doit le gagner à tout prix. Parce qu'on a vu contre Chambray au Montlouis, en deuxième mi-temps, avec la bonne intention de faire du jeu et d'aller gagner le match, finalement on s'est fait punir. Et donc juste avant la Coupe de France, on va absolument rester sur notre spirale positive, d'y aller et ne pas perdre ce match-là. Et un point que moi je trouve très satisfaisant vu la physionomie du match. Même s'il y a eu le rouge à la 86e pour les locaux, est-ce qu'à la fin du match, vous vous êtes peut-être senti capable d'aller, pourquoi pas, chercher la victoire ? Ouais, on a poussé, on va dire, dans les arrêts de jeu, même à partir de la 86e, mais bon, on a poussé aussi la deuxième mi-temps. On va dire que la première mi-temps était équilibrée. On prend un but dès le départ de la deuxième mi-temps au cours du jeu, mais la deuxième mi-temps, c'était pour nous. On savait que cette équipe de Vineuil, il peut marquer à n'importe quel moment, parce qu'ils ont vraiment des attaquants dangereux. Mais en même temps, nous, on était capables d'y aller forcer ce verrou. On marque sur un penalty mérité, mais on a eu 2-3 situations très, très chaudes où il fallait un petit peu de réussite pour y aller gagner ce match-là. Mais bon, un point, c'est déjà bien. On sait que Vineuil, c'est un concurrent direct pour le maintien. On le laisse à 5 points. Et aujourd'hui, non, on est satisfait. Je pense qu'on n'est pas 6e, on est 5e, je pense. On a gagné une place, je pense. Mais bon, à vérifier. L'objectif, c'est vraiment le maintien, Amine, pour cette saison en N3 ? Ah ouais, clairement. Donc on ne va pas se dire des choses. C'est pas parce qu'on arrive de battre, on va dire, les cadors de ce championnat ici à Morpinas que voilà, bien sûr, si au 5e, 6e journée, il y a des choses à jouer, on ne va pas dire non. Mais moi, je reste lucide et la tête sur les épaules. Aujourd'hui, on est plus dans l'opération maintien. Et ce qu'on regarde, et c'est le plus important, c'est l'objectif du club. Après, bien sûr, si on arrive à être dans la première partie de notre poule, on est preneur. Maintenant, on joue match par match, on ne se prend pas la tête et on fera les calculs à la fin. Justement, l'objectif vient aussi du travail accompli. Vous avez connu quasiment toutes les divisions avec ce club. C'est historique pour l'AS Panazol. C'est la première fois de son histoire que le club est en National 3. Justement, ça doit être une fierté pour vous, déjà, d'une, d'avoir amené ce club en National 3 et de deux, beaucoup de travail au quotidien, que ce soit de la part des joueurs ou des bénévoles. Ouais, donc oui, fierté, oui, on va clairement. Après, c'est vrai que ce club-là, quand on est venu, c'était en première div. Après, il fallait une R4, parce qu'à l'époque, il y avait la R4. On avait fini les meilleurs de tout Nouvelle-Aquitaine. Il y avait R3, il y avait après R2, année Covid, R1. Donc voilà, non, on a fait ce qu'il fallait. Maintenant, ma fierté, c'est de voir surtout que 9 joueurs titulaires de cette année, que je les avais l'année dernière, et d'avoir aussi 2-3 joueurs qui ont commencé avec moi de première div départementale, dont le capitaine Wailou Njin ou Dorian Hénard, qui sont encore des joueurs qui sont principaux dans mon effectif.
Vous, en tant qu'entraîneur et observateur un petit peu de ce championnat de N3, quelle différence vous voyez entre la R1 et la Nationale 3? Ça se joue à des détails à ce niveau-là? Ouais, c'est le détail, mais de toute façon, je vais vous donner une statistique qui est flagrante. L'année dernière, j'étais à 17 buts encaissés sur toute l'année. Là, je suis à 14 buts. Donc déjà, ça montre que le championnat est très offensif. Ça montre que la moindre erreur, ça peut être sanctionné. Donc, nous, on est dans l'apprentissage, mais l'apprentissage accéléré. Moi, je dis, comme je dis à mes joueurs, j'ai pas le temps d'apprendre. On est là, on est dans sans pression inutile, mais on est dans une opération comptable. Et on sait qu'il faut 9 victoires plus quelques matchs nuls. Là, on y est. On est en plus ou moins dans les objectifs si on compte les points, malgré les 4 points qui étaient malheureusement, on était sanctionné des 4 points au début de l'année, avec une erreur administrative qui n'était pas voulue. Bon, à côté de ça, les joueurs, ils sont à fond. On est dans, voilà, on va dire, c'est un projet qui a déjà commencé il y a 7 ans et qui est en train de se développer en accéléré. Mais la R1 et la N3, ouais, on sait qu'il y a une grosse différence. On n'a qu'à voir les équipes qui étaient dans le Nouvelle-Aquitaine l'année dernière, qui ont joué de R1 en National 3. Je pense que ils sont descendus. Et voilà. Donc, quand on est hors de métropole, comme nous, petit club, petit budget, je pense le plus petit budget, deuxième plus petit au niveau national, selon DSCG, c'est une fierté pour nous et on est parti pour déjouer les pronostics et se maintenir cette année. Vous parliez des buts encaissés, vous êtes à 14 pour le moment comparé à 17 la saison dernière. C'est ça aussi les axes de progression à apporter là jusqu'à la fin de la saison? Oui, les axes de progression, sachant aussi que j'ai perdu un joueur majeur, Fatih Turk, qui était une plus-value clairement et qui a connu ce niveau-là. Il a fait le ligament croisé, premier match amical contre Poitiers. Donc, il fallait absolument le remplacer. Aujourd'hui, on joue avec Laïd Boukari dans l'axe, que lui, il est normalement un latéral de métier, mais qui joue dans l'axe, avec Camara, avec quelques joueurs. Mais bon, après, bien sûr, les attaquants, c'est pas les mêmes aussi. C'est un jeu offensif. La preuve, moi, j'allais vous dire, on prend beaucoup de buts, mais on marque beaucoup de buts. On marque beaucoup de buts. Il y a un seul match où on n'a pas marqué. Sinon, on marque 4 buts, 3 buts, 2 buts. Donc ça aussi, on a progressé là-dessus, mais il faut qu'on trouve un équilibre, qu'on soit très costaud. Mais je ne vais pas me comparer comme des équipes comme lui, qui sont à 2 buts, 3 buts, qui ont une année de lumière par rapport à nous dans la maturité et tout ça. Mais voilà, on se regarde, nous, contre les équipes qu'on va être concurrents. Et bien sûr, quand les équipes qu'on va les jouer, on les joue à fond et on n'a pas froid aux yeux. Là, quand vous êtes arrivé en National 3 par rapport à votre calendrier d'objectifs, est-ce que là, selon vous, vous êtes plutôt... là, on est à 8 journées. Vous êtes plutôt en retard ou un peu en avance par rapport au calendrier que vous êtes fixé? Bon, je pense, on est kiff-kiff comme j'avais établi. S'il y avait ces 4 points qui étaient pris, là, on serait en avance. Là, aujourd'hui, on est dans le ventre mou. Voilà, on regarde derrière nous, on regarde devant nous. On est en embuscade, comme on dit. On joue un match par match, comme voilà, ça c'est la règle et on ne peut pas faire autrement. Et de toute façon, c'était notre ADN. Tous les matchs, on joue à fond. Les joueurs, ils sortent, ils sont vidés. C'est pour ça que ça demande beaucoup d'ébauche d'énergie, je sais que moi, avec mon caractère, je peux user les joueurs, mais les joueurs, ils sont plus ou moins formatés pour répondre aux exigences. Et quand il y a un coup de mou et tout, ils se reposent. Il y en a d'autres qui arrivent à leur place, qui s'attendent que ça. Il y a une concurrence saine. Et aujourd'hui, comme je te dis, le plus important pour moi, que mes joueurs progressent et qu'ils peuvent jouer beaucoup plus haut. Et je le souhaite en tout cas. Qui peut être le cas d'un de nos joueurs aujourd'hui. Pas de championnat du coup le week-end prochain. Amine Hirab, coach de l'AS Panazol. Déplacement en Coupe de France, 7e tour. Déplacement dans les Pyrénées-Atlantiques contre Morla Est Béarn. Vous allez partir la veille, le jour même? Comment ça va s'organiser là cette semaine? Ouais, donc cette semaine, on va partir à midi, le samedi. Donc le samedi à midi, nous on a créé ici avec les bénévoles une commission de déplacement. Donc voilà, pour que nos déplacements soient bien organisés. Ils font un très bon travail là-dessus. Donc je pense que le départ, ça va être midi pour aller directement à l'hôtel, arriver vers, on va dire, 18h avec les arrêts et tout ça. Parce que c'est un grand truc, manger, tranquille. On passe notre nuit à Pau. Bien sûr, le lendemain avec une marche, un petit déj. Voilà, on est prêt pour jouer. Donc ça serait la première fois que le club se déplace déjà la veille. C'est une bonne chose. Je pense qu'on part avec 18 joueurs et on sera 31 personnes.
Voilà, c'est un bon déplacement, sachant qu'il y en a d'autres personnes qui vont venir le lendemain aussi pour venir nous voir, dont le maire de la ville, je pense. Bon, c'est un match important pour nous et on est 7e tour et cette équipe, si elle est en 7e tour, c'est pas par hasard. Oui, c'est un club de R2, il y a 2 niveaux d'écart entre Morlaès Béarn et du coup l'AS Panazol. Vous craignez un peu cette équipe? Vous avez commencé à regarder un petit peu certains matchs? Craigner, non. On craint. Aujourd'hui, même si c'était une N2, on n'allait pas la craigner ou un N1 parce que c'est le foot, c'est comme ça. Moi, j'ai beaucoup de respect à cette équipe-là. Avant, on était à leur place, on était en R2 et on a fait un 32e Coupe de France en éliminant des N2, des N3. Et il doit se dire pourquoi pas nous. Après, nous, notre stade de coupe, on va jouer ce match-là avec le plus grand sérieux possible, la tête sur les épaules, bien réfléchi. C'est pas l'émotion qui va prendre l'ascendant sur d'autres choses. Je pense qu'on a cette expérience aussi. Et voilà, bien sûr, eux aussi, on s'attend à un match très difficile. Et le tout, que ça se passe dans un climat très sportif et que le meilleur gagne. En tout cas, on va suivre cette rencontre. Donc, Morla Est Béarn face à l'AS Panazol, c'est dimanche à 14h pour le 7e tour de la Coupe de France. Merci à vous, Amine Irab, d'avoir été au micro d'LFNA TV. Merci beaucoup, merci. Les résultats maintenant de la poule D de National 3 avec le nul 0-0 du FC Choré sur le terrain de l'US Saint-Philbert. Il y avait évidemment un choc pour les Chamois niortais, la réserve face à une autre réserve professionnelle, celle du FC Nantes Atlantique. 2-0 pour les Canaries en terre niortaise. Au classement, ça donne le FC Choré à la 6e place avec 11 points dans un classement toujours dominé par l'USSA Vertou qui compte 16 points. Et puis en bas de classement, à la 10e place, on retrouve le club des Chamois niortais. Il y avait des derbies un peu partout sur les terrains de Nouvelle-Aquitaine ce week-end, notamment du côté du district des Deux-Sèvres, un derby niortais entre Niort-Saint-Liguer et Niort-Saint-Florent, un match qui avait été remporté par Niort-Saint-Liguer en championnat de Régional 2, cette fois la revanche avec les équipes réserves en Régional 3, le tout filmé par Théo Rodriguez. 7e journée de Régional 3, Niort-Saint-Liguer recevait son voisin Niort-Saint-Florent pour un derby des réserves niortaises. La revanche des équipes Fagnon, puisqu'il y a 2 semaines, les équipes premières des 2 clubs s'étaient également affrontées en Régional 2. Niort-Saint-Liguer s'était imposé 3-1. Un match serré s'annonce entre ces 2 équipes réserves qui occupent le bas du tableau de cette poule C. Avant la rencontre, Niort-Saint-Liguer est 11e au classement et n'a gagné qu'un seul match cette saison, tandis que Saint-Florent, eux, se positionnent 9e. Un derby est toujours un match particulier à jouer. Denis Bobineau, l'entraîneur de Saint-Liguer, le sait bien. Lors de la causerie, il fallait trouver les bons mots. On l'écoute. Prends note, ok? Bien, on va jouer au ballon. Par contre, n'oubliez pas une chose, les gars. N'oubliez pas une chose. Jouer oui, se mettre en danger non. Les conditions. Ouais, j'écoute. Parfait. Tout le monde, bien sûr, veut jouer. Hop, on part au sol, c'est beau, disponibilité, etc. On met de la maîtrise, on les fait courir. Intéressant. Par contre, si c'est pour perdre notre ballon à 30 mètres, avec les conditions qu'il y a là, attention. N'oublions pas, reprenons le contexte, on est une équipe qui joue à l'heure actuelle le maintien. On prend un but des premiers quarts d'heure systématiquement. Est-ce qu'il est judicieux, dans le premier quart d'heure, 20 minutes, de s'embêter à prendre des risques défensivement en essayant de faire des allers-retours et de chercher dans le cœur du jeu les milieux de terrain? Je ne suis pas convaincu. D'accord? Les 22 acteurs sont prêts. Sous la pluie, les joueurs entrent sur la pelouse et l'arbitre va pouvoir donner le coup d'envoi de cette rencontre. Reynaud reçoit le ballon dans le rond central, il lance Bono dans la profondeur, il croise sa frappe du droit, mais Giraud sort ce ballon. Long ballon à destination de Bono qui est gêné par son coéquipier Sicard. Le ballon arrive dans les pieds de Millot qui frappe, mais le portier de Saint-Liguer fait un bel arrêt. Bono, côté droit, qui envoie un magnifique centre dans la boîte. Bretodeau reprend ce ballon de la tête et trouve le chemin des filets. Niort-Saint-Florent ouvre le score dans ce match. Paquet est lancé côté gauche, il crochette un défenseur et décale Salvador qui prend sa chance du droit, mais le ballon passe au-dessus de la transversale. Touche pour les joueurs de Saint-Florent, c'est joué directement dans la surface et vous allez le voir, Saboureau empêche l'attaquant de se retourner et fait faute.
l'arbitre désigne le point de pénalty. C'est Mezzino qui va frapper ce pénalty du pied gauche. Contre-pied parfait, 2-0. Niort Saint-Florent fait le break dans ce match. « 45e minute, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. À la pause, Niort Saint-Florent mène de 2 buts. Au retour des vestiaires, Saboureau joue derrière pour son gardien qui est loin de sa cage. Bon pressing des joueurs de Saint-Florent pour récupérer ce ballon. Charge, décale Porcher qui tente le lob mais ne cadre pas. Bono côté gauche qui envoie un magnifique ballon dans le dos de la défense pour Porcher. Face à face avec le gardien, il prend le temps d'ajuster Giraud, mais il croise trop sa frappe. Saint-Liguerre tente de réagir. Côté gauche, Suarez do Nascimento centre ce ballon dans la surface. C'est dégagé pour la défense, mais ce ballon retombe dans les pieds de Doy qui de voler tente sa chance. Mais le gardien repousse devant lui et Ferreira peut l'ajuster. Mais Renaudin sort une nouvelle fois ce ballon. Magnifique double parade du portier de Saint-Florent. Diallo reçoit le ballon à l'entrée de la surface. Après un rush solitaire, il arrive à croiser sa frappe. Ça finit au fond des filets. Saint-Liguerre réduit la marque. 2-1, le match est relancé. Ça combine entre les joueurs de Saint-Liguerre devant la surface adverse. Suarez do Nascimento centre du gauche pour Del Rio qui frappe. Mais Renaudin se couche bien sur ce ballon. Bridono reçoit le ballon à 35 mètres. Il s'avance et frappe, mais ça passe au-dessus. Coup de sifflet final, Niort Saint-Florent remporte ce derby 2-1 à l'issue d'une fin de match assez tendue. Beaucoup de frustration forcément pour les joueurs de Saint-Liguerre. On écoute la réaction de leur entraîneur, Denis Bobineau. Frustré parce que je pense qu'on pouvait obtenir un meilleur résultat. On a parti avec cet handicap de but assez rapidement. On a été mené 2-0 sur 2 erreurs défensives. Et puis après, on a su réagir en deuxième mi-temps en proposant autre chose, en mettant plus d'impact physique. Et je pense que par rapport à la physionomie du match, je pense qu'on aurait pu glaner au moins le match nul. On a des situations pour pouvoir pour revenir au score, égaliser même en première mi-temps. Malheureusement, voilà, dans ces zones importantes, on a manqué d'efficacité, que ce soit défensivement et offensivement. Et voilà, c'est ça qui fait la différence sur ce match-là, je pense. On a fait une très bonne première mi-temps. On avait bien préparé ça dans la semaine, on l'a bien appliqué. Après, même si on prévient les joueurs à la mi-temps en disant qu'à 2-0, il n'y a rien de fait, on est tombé un peu dans une forme de lassitude, même si je pense qu'on est un coup de moins bien physiquement aussi. Saint-Liguerre a poussé, le vent avec leur ballon long aussi nous a fait mal avec le vent. Donc ils reviennent pour moi logiquement au score. Même nourrir de regrets sur la fin si on se fait égaliser, parce qu'à la 65e, on a l'occasion de Valentin Porcher qui est seul devant le gardien. Je pense que s'il met le troisième, le match il est plié. On ne le met pas, ça permet à l'adversaire de rester dans le match. Donc voilà, après, on a tenu, on a été solidaires, on s'est battu. On a joué un derby, c'est bien. Il faut qu'on continue comme ça, on a 9 points, on a une réserve, donc bon, faut continuer. On passe maintenant au futsal, là où il n'y a pas de match reporté en raison des intempéries, avec un duel de haut de classement en Régional 1, match très important entre le club de l'AJ Aulnay et le club de Saint-Médard-en-Jalles, un choc qui vous est résumé par Théo Rodriguez. 6e journée de Régional 1 de futsal, l'AJ Aulnay recevait Saint-Médard-en-Jalles dans la salle Louche des Carmes d'Aulnay. Avant le début de cette rencontre, Aulnay occupe la 3e place du classement et est toujours invaincu en championnat, tandis que les Saint-Médardais, eux, sont 5e. Deux équipes qui se connaissent très bien et qui se tirent la bourre depuis plusieurs années, explique Anthony Conan, le président de l'AJ Aulnay. On l'écoute. Écoutez, on sait que ce soir ça va être un match à enjeu, puisque forcément l'an dernier Saint-Médard et l'AJ Aulnay ont fait du coude à coude toute la saison.
pour jouer les barrages donc, en Ligue 2. Donc voilà, nous les avons joués contre Nantes à la place de Saint-Médard. Saint-Médard est une belle équipe. Je pense que cette année, au vu des premiers résultats de la première partie de saison, tout le monde peut battre tout le monde. Donc chaque match est important. Forcément, celui-ci est important, mais pas spécialement capital. Nous sommes en début de saison. Notre ambition reste la même. Encore jouer les barrages. On a eu un ou deux départs qui, effectivement, ont été, on peut dire, un petit peu préjudiciables et qui ont peut-être fait un peu mal au groupe. Après, nous avons été capables de nous remobiliser. Nous avons recruté en conséquence. Là, il faut effectivement que les automatismes reviennent tranquillement. La Aulnay, en fait, au fil des années, se structure. Alors, bien sûr pour l'équipe Fagnon, la vitrine, mais il n'y a pas que ça. Nous avons aussi une belle école de futsal avec environ une quarantaine d'enfants de 6 à 13 ans. Nous venons de créer cette année le baby futsal. Nous faisons le fit foot. Nous avons 2 salariés. Voilà, nous restons pas, on ne veut pas rester à l'étage. Voilà, on monte progressivement. En fait, on monte progressivement. Nous avons des coachs qui sont à l'écoute, qui sportivement les ambitions sont réelles et sans prétention. Un jour, on voudrait effectivement atteindre la Ligue 2 et c'est pour ça que nous mettons chaque année tous les ingrédients pour arriver à devenir ce que nous voulons être, jouer en Ligue 2. Une montée en Ligue 2, pourquoi pas, mais pour ça, il faudra cumuler les victoires et notamment ce soir contre cette belle équipe de Saint-Médard-en-Jalles. Serrage de main des joueurs et l'arbitre va pouvoir donner le coup d'envoi de cette rencontre. Santa reçoit le ballon et s'excentre côté gauche. Il frappe, mais sa tentative trouve le montant. Long ballon devant pour Moral qui tente le lob, mais ça passe à côté. Louche de Lesbats pour Azoulay qui tente une tête d'eau au but, mais ça passe au-dessus de la transversale. Meraï prend sa chance du gauche, mais René fait un bel arrêt. Relance rapide du porté aulnaysien pour Diop qui frappe, mais René la sort du pied. Coup franc pour Aulnay, la défense séménardaise contre le tir de Hérault, ça retombe dans les pieds de Perruchon qui frappe, ça finit au fond des filets, Aulnay ouvre le score dans ce match. Fin des 25 premières minutes, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire et à la mi-temps, c'est l'AJ Aulnay qui mène 1-0. Récupération de Baljicayo qui file au but, mais le portier Saint-Médardais fait une belle parade. Mauvaise sortie de René qui perd ce ballon, Perruchon en profite pour tenter le lob, mais la tentative trouve la transversale. Bellé file au but et décale Conan qui frappe du droit, ça finit au fond, 2-0, Aulnay fait le break dans ce match. Saint-Médard tente de réagir, Azoulay côté droit trouve Sibé devant les cages, mais Serrier repousse sa tentative. Azoulay y trouvait une nouvelle fois, il s'avance et frappe, mais Serrier le prive de réduire l'écart. Joli travail technique de Meraï qui trouve Diop dans l'espace, il n'a plus qu'à finir. 3-0, les Aulnaysiens prennent le large dans ce match. Coup de sifflet final, l'AJ Aulnay s'impose 3-0 dans sa salle, une victoire très importante puisqu'elle leur permet de prendre la tête au classement. Bilan décevant forcément pour les Saint-Médardais qui enchaînent une deuxième défaite consécutive. On écoute la réaction de Paul Lesbats, le capitaine de cette équipe de Saint-Médard. Ce qui nous a manqué, je pense que ce qui est sûr, c'est que l'équipe qui marque la première, elle a un vrai avantage. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Derrière, quand ils marquent le deuxième but, ça met le break, ça met un coup dans la tête à tout le monde. Et puis il suffit d'un petit truc, d'un petit contre. Ou si je pense qu'on met le 2-1, ça peut commencer à mettre le feu, on peut reprendre espoir et puis tout peut basculer. Donc c'est un match où il peut y avoir match nul, je pense qu'on peut aussi l'emporter, mais on n'a pas réussi à en mettre une au fond. Ça fait dommage à filer, il faut qu'on travaille certaines choses, notamment je pense les phases arrêtées. Et bravo à eux parce qu'ils ont tactiquement maîtrisé le sujet, c'est-à-dire qu'ils nous ont attendus plutôt bas et puis ils ont fait du contre essentiellement. Donc bravo à eux, ils ont bien joué le coup, mais on les attend de pied ferme au retour. Voilà. Oui, plutôt satisfait parce que ça reste un gros adversaire, Saint-Médard. Ils ont gagné le championnat il y a 2 ans, nous l'année dernière. C'est toujours des matchs un peu en jeu. Donc oui, ça fait plaisir. On a perdu quelques joueurs l'année dernière. C'est un groupe
qui se reconstruit avec quand même des bases. Et on va dire que ça prend doucement, donc c'est cool que le travail paye sur des gros matchs comme ça. Parce que je pense que c'est un match important dans la saison. Même si on sait que la Bastidienne a un match en retard, voilà, on est dans le haut du tableau. Donc comme je dis, on travaille pour ça. Donc ça peut que faire plaisir d'être à cette place. On termine cette émission comme promis avec un invité surprise puisque demain il y aura une journée exceptionnelle du côté de Clairefontaine avec la Fédération française de football qui organise un événement pour les 50 ans de la formation française. Vous le savez, la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine a formé de grands talents du foot français, notamment des champions du monde 98 à l'image de Didier Deschamps, à l'image de Christophe Dugarry, de Bichente Lizarazu, mais également de Lionel Charbonnier qui a été formé du côté de Poitiers au stade Poitevin. L'occasion pour nous d'appeler Lionel Charbonnier et d'évoquer avec lui ses souvenirs du côté de la formation Poitevine. Lionel Charbonnier est l'invité surprise d'LFNA TV aujourd'hui. Lionel, raconte-moi un peu tes souvenirs. Toi qui es né à Poitiers, tu as été formé à Baroque, un club de la cité Poitevine. Tu en gardes des bons souvenirs? Ah ouais, excellent, excellent. Déjà, bonjour à tous. Mais des souvenirs, des souvenirs incroyables parce que bon, c'est mon enfance, quoi. C'est tout. J'ai eu la chance d'avoir tout le temps des super éducateurs. Alors ça a commencé à Baroque où j'ai eu deux super éducateurs qui se sont succédés et qui ont su toujours faire briller mon étoile. Non seulement on avait des bons résultats, mais en plus c'était des super mecs, des éducateurs de génie, parce qu'ils n'ont pas fait que briller mon étoile à moi, ils ont fait briller l'étoile à tous mes camarades, et on a eu la chance d'avoir des mecs comme ça. Donc ça c'était à Baroque, et puis ensuite à un moment donné il fallait que j'aille en ce qu'on appelait à l'époque les cadets nationaux, et il n'y avait que Poitiers qui avait les cadets nationaux. Alors il y avait un entraîneur qui s'appelait Hervaux, Jean-Marc Hervaux, qui tous les ans m'appelait depuis minime pour rejoindre Poitiers. Mon père disait non, c'est trop tôt. Et j'y suis allé à Poitiers pour faire mon année de cadets nationaux, ma deuxième année de cadets nationaux. Et donc à partir de là, ça s'est enchaîné. Et c'est à ce moment-là que tu t'es dit peut-être que tu peux aller voir un petit peu plus haut et aller plus loin justement? Non, depuis tout petit, je m'étais déjà fixé ça. J'avais ça pour objectif. Donc, pour y arriver, il y avait des étapes à franchir. Et mon père et mon frère m'ont beaucoup aidé, puisqu'ils m'ont managé, ils m'ont guidé dans mes choix. Mon père m'a dit que c'était beaucoup trop tôt pour aller rejoindre l'effectif du Stade Poitevin en minime. Parce que je commençais déjà à avoir mes sélections de la Vienne déjà, et puis donc il a fallu attendre parce que j'étais pas assez mûr, j'étais petit, et puis j'ai commencé à grandir, et mon père m'a dit allez, en cadets nationaux maintenant tu y vas, mais c'était vraiment étape par étape, tout était planifié déjà depuis mon plus jeune âge, donc j'étais déjà borné sur ce que je voulais faire, ouais. Toi qui es né en Nouvelle-Aquitaine, est-ce que tu as un regard un petit peu plus, on va dire, précis? On te connaît en tant que maintenant consultant, notamment du côté de RMC Sport. Tu as un regard un petit peu sur les clubs néo-aquitains, notamment donc du coup en Ligue 2, les Girondins de Bordeaux et Pau, et après ensuite les clubs, que ce soit en National, National 2 ou National 3? Un tout petit peu. Alors les Girondins, bien sûr, je les suis. Je suis très, très peiné de ce qui leur arrive, même si c'était écrit avec... cette passation de pouvoir lorsque le club a été vendu, j'avais annoncé le déclin des Girondins parce que comme j'ai annoncé aussi celui de Lyon au départ, alors je me suis fait taper sur les doigts parce que je pense que c'est très, très, et notamment sur les réseaux sociaux, mais c'est très compliqué lorsque des gens qui n'ont pas la même culture que nous essaient d'imposer leur culture, leur vision des choses, en expliquant ce qui va arriver avec cette post-formation, cette politique de post-formation et tout ça.
Et donc, ces gens-là ont voulu enlever la culture girondine, ont voulu enlever la culture de la même manière que c'est en train de se passer pour les Lyonnais. Donc, non, la France, c'est vraiment très spécial. Le championnat de Ligue 1, c'est un championnat de clochers. Les clochers n'existent pas aux États-Unis. Il n'y a pas tout ça. Cette formation, elle est très, très compliquée aussi à mettre en œuvre. Donc, oui, j'ai un regard très critique maintenant parce que ça m'embête, parce que j'adore les Girondins. Ça a toujours été. J'ai des copains là-bas avec Baptiston, Marius Trésor aussi. Donc, ça m'embête parce que c'est un grand club. C'est un grand club français et j'ai hâte que ce club revienne en Ligue 1, bien évidemment. Et un grand merci à Lionel Charbonnier d'avoir répondu au micro de Flavien Ziolkowski. Cette émission d'LFNA TV numéro 116 est désormais terminée. Je remercie à l'édition Théo Rodriguez, Flavien Ziolkowski et Twami Nassiri. Merci à vous pour votre fidélité. Vous faites comme d'habitude. Vous aimez, vous partagez, vous commentez cette émission sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. On se retrouve lundi prochain avec une grosse émission là encore, puisqu'il y aura les résultats du 7e tour de la Coupe de France. On souhaite évidemment de très bons matchs à tous nos clubs de Nouvelle-Aquitaine. On espère qu'ils seront très nombreux lors du 8e tour. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine. D'ici là, n'oubliez pas, le plus important, le foot, qu'il soit professionnel ou amateur, en coupe comme en championnat, ça reste un jeu.